nous nous retrouvons dans le cadre des interviews des places juridiques pour aborder un sujet d'actualité, la société à mission. C'est un sujet dont tout le monde parle, mais peu connaissent la réalité qui se cache derrière cette appellation. Alors pour en parler, je reçois aujourd'hui Michel Cucula. Michel, vous avez été avocat, directeur juridique d'un grand groupe d'assurance et aujourd'hui vous êtes directeur d'un fonds de dotation, le fonds Fontaine. Michel, bonjour. Bonjour. Alors derrière cette réalité de société à mission, qu'est-ce qui se cache ? Qu'est-ce qui se cache ? C'est une philosophie d'impact d'une certaine manière. La société à mission, on pourrait la définir comme une société qui fait évoluer ses statuts, si elle est déjà constituée, ou qui écrit ses statuts de telle manière à intégrer des objectifs sociétaux, environnementaux, qui permettent à la dite société tout simplement de les décliner dans le cadre de son activité. Donc une société à mission, c'est au-delà de son objet social traditionnel, de son activité économique, c'est d'y introduire également des objectifs environnementaux et sociétaux, donc être un acteur de la société. C'est ça l'objectif de la société à mission. D'accord. Alors, il y a une loi fondamentale qui a initié la société à mission. Quelle est-elle ? Absolument, Bruno. L'impulsion légale de la société à mission est la loi Pacte. Loi Pacte qui date du 22 mai 2019 avec ses décrets d'application en 2020 et qui a participé à introduire cette notion de société à mission en France. Elle est par ailleurs existante déjà dans d'autres pays comme les États-Unis à partir de 2010. Donc c'est bien la loi Pacte qui a mis en place ce dispositif légal de la société à mission. Aujourd'hui, Michel Cucula, il y a à peu près combien de sociétés à mission en France ? Alors aujourd'hui, dans le décompte, si on suit l'Observatoire des sociétés à mission, on est sensiblement à 960 sociétés à mission déclarées, donc effectivement au greffe. Je rappelle que le nombre de sociétés en France est autour de 4 millions. Donc on voit, Bruno, que cette proportion est encore une faible proportion. Cela étant, loi Pacte 2019, décret d'application 2020, donc ça fait à peine 2 ans que ce processus est mis en place et ça peut être un processus effectivement lourd, donc c'est pas un exercice spontané et la progression elle existe néanmoins. Donc 960. Ce qui est important de remarquer également, si vous permettez, c'est que dans les 960 sociétés, qui sont des sociétés à mission, on a potentiellement beaucoup, de l'ordre de 75% de sociétés de services, 12% de sociétés commerciales, 10% de l'ordre de 10% de sociétés industrielles et très peu dans le monde agricole. Donc on voit bien que c'est surtout les sociétés de services qui sont à l'impulsion de l'intégration dans leur génétique de structure de la mission. Michel, quelques exemples importants de sociétés à mission dans la région des Hauts-de-France, par exemple, et en dehors ? Dans la région des Hauts-de-France, où on doit avoir toujours selon l'Observatoire des sociétés à mission, une quarantaine de sociétés à mission à ce jour. On a par exemple Adix, qui est une société de conseil, Alanic qui est aussi une autre société, Coptalis qui est un cabinet de recrutement qui est devenu société à mission. Donc c'est dans la région et j'ai cru voir dans la presse que le groupe dans lequel le Fury du Nord est membre, a vocation à passer en société à mission et donc il y a un travail de refonte des statuts dans ce sens. Sinon au niveau national, Bruno, nous avons des sociétés telles que Danone, qui a d'ailleurs été société à mission avant même la loi, du fait de l'impulsion de son DG, de son directeur général de l'époque. On a la CAMIF, on a la Poste, on a la Fédération du Crédit Mutuel, donc on a quelques institutionnels, la Poste aussi, quelques grosses institutions, tant publiques que privées, qui participent à cette mise en place.
Au-delà de la mention dans les statuts de ce caractère à mission dans l'objet social, quelle réalité organisationnelle reflète cette notion de société à mission ? Alors, c'est une question intéressante parce que il peut y avoir, enfin, il y a deux niveaux à mon sens. Il y a un aspect de gouvernance, tout simplement, qui sont liés à cette société à mission, qui est quand même un engagement fort que prend l'entreprise et toute son organisation derrière le fait d'avoir sa raison d'être et ses objectifs environnementaux et sociétaux. Mais il y a aussi une organisation opérationnelle. Et je crois qu'il ne faut pas la négliger parce qu'avant de passer à la mise en place, juridiquement parlant, d'une société à mission, eu égard à ces engagements environnementaux et sociétaux très importants, il est important que l'adéquation et l'environnement de la société, son écosystème d'une certaine manière, soit parfaitement intégré. Je veux dire que l'écosystème, c'est certes les salariés de la société, ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires. Tout ce monde doit participer à la mise en place naturellement de la société à mission. Et donc sur le plan organisationnel, sur le plan pratico-pratique, si je puis dire, c'est pas forcément spontanément évident. Ce qui explique d'ailleurs que les grands groupes, et notamment les groupes cotés, le travail de refonte statutaire, parallèlement à ce travail de mise en place, nécessite un certain temps. 2 ans de la mise en application de la loi permet de dire que l'avenir de l'intégration de ce dispositif dans un plus grand nombre et dans de grands groupes sera plus important. Cela étant, Bruno, je reviens sur le dispositif légal. Puisqu'il y a un engagement fort dans les statuts de consacrer la mission autour d'objectifs environnementaux, sociétaux, il y a naturellement sur la déclinaison de la loi sur ce plan un contrôle interne et un contrôle externe qui va s'établir. C'est-à-dire qu'il y a toute une gouvernance, enfin une gouvernance de contrôle qui doit être mise en place, et notamment au travers d'un comité de mission. Alors si on a une société dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, on a un référent de mission tout simplement. En revanche, si on a une structure de plus de 50 salariés, eh bien dans ce cas-là, c'est un comité de mission composé d'un certain nombre de personnes qui seront désignés par les organes de gouvernance de la société, conseil d'administration ou président en fonction de la structure, qui va désigner ces membres et qui, au travers des objectifs qui ont été donnés, pris dans les statuts, vont tout simplement voir s'il y a adéquation entre l'ambition exprimée dans les statuts et la déclinaison dans les faits, dans l'engagement qui a été pris. Donc il y a d'une part un contrôle interne. Mais il y a aussi, parce que le contrôle interne n'est peut-être pas suffisant, il y a aussi des organismes tiers indépendants qui sont accrédités par la COFRAC et qui vont participer là également tous les 2 ans ou tous les 3 ans selon l'importance de la société à donner un rapport qui va faire l'objet effectivement de diligence en amont et conforter finalement si la société respecte ses engagements ou pas. Et ce rapport, le rapport du comité de mission comme le rapport de l'organisme indépendant sont concomitants au rapport de gestion, donc vont être soumis aux organes de gouvernance de la société. Le rapport de l'organisme indépendant, lui, doit faire l'objet d'une publication pendant 5 ans sur le site de la société. Donc on voit bien que la communication au travers des engagements est un élément éminemment important et qu'il y a les contrôles ad hoc. Ça veut dire, si vous permettez, si au bout du bout de ces contrôles et après avoir mis à l'index d'une certaine manière la société, si les engagements ne sont pas tenus, elle perd naturellement la qualification de société à mission auprès du greffe. Dernière question, Michel. Est-ce que mettre dans des statuts un engagement sociétal, environnemental, vous paraît suffisant
pour être une société à mission, ou est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'écosystème, dans son écosystème, dans son activité au quotidien, dans son activité financière et économique pour une entreprise? Cette question n'est pas simple, Bruno, parce que le législateur a validé l'existence de la société à mission est une bonne chose. Je pense que nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour dire que la protection de la planète, la protection du climat, les engagements sociétaux, tant dans le sens que l'on donne au travail et notamment depuis la pandémie, tout ça, ce sont des phénomènes éminemment structurants dans notre société et l'entreprise, la société, en termes d'organes juridiques, a ses engagements et c'est encore une fois éminemment important de l'inclure en qualité d'acteur de la société civile. Cela étant, je me souviens au travers de la lecture des premiers commentaires qui étaient sur la raison d'être. La raison d'être peut être très générique et certains auteurs disaient mais tout ça c'est du marketing ou c'est de la communication institutionnelle parce que certaines raisons d'être étaient très génériques dans leur formulation et ne permettaient pas finalement de se dire qu'il y a un réel engagement. Et je crois qu'il faut être vigilant à cela. Le législateur n'a pas voulu être coercitif dans le niveau d'exigence, de perfection qu'il fallait avoir dans la rédaction de la raison d'être. Cela étant, personnellement, mais ça n'engage que moi, je pense que la société à mission en elle-même n'est pas suffisante et il faut qu'à partir du moment où on s'engage dans ce dispositif, il faut s'engager pleinement et pas forcément mesurer la moindre impact sur le climat ou sur l'environnement, mais essayer de se poser la question de l'impact positif que la société a vis-à-vis de son activité économique. Et c'est notamment tout ce concept qui commence à émerger de sociétés régénératrices, qui est un phénomène tout à fait intéressant. Ce sont par définition des sociétés à mission, mais qui est tout à fait intéressant parce que dans ce cas-là, on n'est plus, comment dirais-je, globalisant dans l'impact que l'on prend. On mesure finalement les effets que l'on peut avoir et on essaye de trouver des solutions positives. Je prends un exemple, si vous permettez. Si je suis une société, un papetier, si finalement tout mon cycle est autour de ça, je vais peut-être me poser la question de savoir, mais est-ce que la reforestation ne participe pas à la contrepartie de mon activité? Et donc, même si j'ai un impact négatif ou je maîtrise, mais négatif, je vais essayer d'avoir un impact positif. Et cette combinaison de la régénération est effectivement intéressante. Donc, j'allais dire, la première phase qui est la société à mission est excellente. C'est un bon début, mais ce n'est pas une fin, ce n'est pas un aboutissement. Tout reste à faire. Merci beaucoup Michel Cucula. Grâce à vous, nous en savons beaucoup plus sur les sociétés à mission et on a compris que c'est le début d'une belle aventure. Merci. À très bientôt pour une nouvelle interview des Plages Juridiques.